d'être avec nous en si grand nombre aujourd'hui, vraiment, dans ce lieu absolument magnifique. On est très choyés d'ailleurs parce que la ville de Mont-Saint-Hilaire nous a permis d'utiliser cette salle mythique dans la vallée du Richelieu. Oui, on est vraiment choyés. Merci. Merci Daniel-Éric, merci Monsieur le maire également, parce que c'est un lieu tellement symbolique pour nous. Donc vraiment, merci. J'aimerais débuter en saluant chaleureusement les dignitaires présents. Alors, je vous invite à vous lever lorsque je vous nomme, mais s'il vous plaît, pour tous les autres, gardez vos applaudissements pour la fin. Alors, Monsieur Marc-André Guertin, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, qui nous reçoit aujourd'hui. Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville d'Otterburn Park. Nadine Viau, mairesse de la ville de Belleuil. Sylvain Casavant, maire de la ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Oh non, ils ne sont pas là, ils n'ont pas pu se joindre à nous. Andréane Larouche, députée de Shefford. Christine Normandin, députée de Saint-Jean. Stéphane Bergeron, député de Montarville. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Sorel. Je salue également la présence de conseillers municipaux de Belleuil, Chambly et d'Otterburn Park. Et finalement, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député de Belleuil-Chambly. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais maintenant saluer et remercier nos partenaires annuels, nos grands partenaires annuels, le Pelco Assurance, Sylvestre Avocat Notaire, la Ville de Chambly, représentée aujourd'hui par Jean-Philippe Thibault. Également, un gros merci. Également, nos partenaires annuels, Cargill, Chapdelaine Assurance et Services financiers, Desjardins, Sylvain Choquette, Catherine Wang, Pierre-Olivier Cardin et Catherine Bonneau sont parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Écolofarm, Gestion de patrimoine à santé, le groupe LDL, Services linguistiques, High Five, Agence créative, Tourisme Montérégie, Marie-Josée Grenier est avec nous, et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, merci beaucoup à nos précieux partenaires pour votre soutien. Également, nos partenaires médias, je prends toujours la peine de les nommer, de souligner leur présence parce qu'ils sont précieux pour la démocratie. Alors, je vais vous nommer maintenant Boom Montérégie, l'œil régional représenté par Joanne Marceau, le journal de Chambly et TVR9 représenté par Stéphane Parent. Merci d'être là. Également, nos partenaires de service, Bro Photo, Frédéric Bro, le gars du son. Merci Claude pour ton beau travail. Également la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors voilà, merci beaucoup à vous tous et je cède maintenant la parole à M. Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup, Marc-André. Alors, bienvenue à tous. À mon tour, je vais y aller des salutations qui sont de mise. Alors, Monsieur Blanchet, je commence par vous. Merci d'être avec nous, chef du Bloc québécois, député fédéral de Belleuil. Alors, j'y vais aussi avec les représentants du bureau de Simon Jolin-Barrette, donc Madame Tremblay, que je crois avoir vu. Sinon, collègues députés, vous m'excuserez, je vais peut-être, parce qu'on me dit qu'on est sur un horaire un peu pressé, je ne vous renommerai pas tous, mais bienvenue à Mont-Saint-Hilaire. Collègues élus, pour la plupart, bonjour, heureux de vous voir à Mont-Saint-Hilaire, particulièrement fier de vous ouvrir les portes du manoir. Donc, vous savez que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est propriétaire du manoir et bien, j'en profite puisque vous êtes ici dans cette merveilleuse salle, pour vous dire que les choses vont bon train en ce qui a trait à la relance du manoir. Et bien, on n'est pas peu fiers de pouvoir en faire un usage municipal, aussi fiers de pouvoir mettre en fait les lieux au service de la démocratie et en ce moment, bien, vraiment heureux aussi que le manoir puisse continuer à faire rayonner notre région. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, il y a plusieurs tournages qui ont lieu au manoir et on me dit à l'oreille que la saison 2 des Traites va être en ligne ou en ondes plutôt dès lundi. Donc, je vous mets au défi d'identifier
les salles du manoir qui ont servi au tournage des Traîtres. Donc, et pour ceux qui se posent des questions sur l'avenir du manoir, je vous prie d'aller visiter la page dédiée au manoir sur le site de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et puisqu'on est entre gens d'affaires et gens soucieux des affaires publiques, vous pouvez même y trouver nos états financiers à l'égard du manoir. Donc, les choses vont bien pour le manoir et donc, je vous invite à y aller. Maintenant, je vais me permettre de revenir sur la scène politique fédérale. Donc, on est face à une mouvance qui est certaine en ce moment, à l'aube d'élections fédérales. Alors, ça me fait chaud au cœur de vous recevoir dans votre comté, puis de pouvoir vous offrir une tribune, parce qu'on est tous avides d'informations pour, dans le fond, ensemble se serrer les coudes, faire face à la tourmente que nos voisins du Sud provoquent, tourmente qui affecte nos entreprises locales et qui, bien directement et indirectement, affecte aussi notre communauté. Alors, on ne demande pas mieux que de vous céder la parole, puis de voir quel éclairage vous allez pouvoir nous offrir. Et à cet effet, je remercie la Chambre de commerce. Vous êtes un outil aussi de démocratie à votre manière, puis on est heureux de pouvoir vous appuyer dans cette démarche-là. Et je vous rappellerai que, bien, je suis fier d'être québécois, qu'on puisse tous se retrouver dans une salle comme celle-ci, parler calmement, même face à la tourmente. Donc, M. Blanchet, je vous remercie de nous accorder de votre temps. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Mont-Saint-Hilaire et bon dîner, bonne conférence. Par la suite, M. Danny Michaud, président de Vogel et vice-président sur le conseil d'administration de la CCIVRR, se joindra à M. Blanchet pour un échange. Nous terminerons avec une période de questions du public. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore, Julie, à la Chambre de commerce, de me permettre ces échanges-là. Ça me fait toujours plaisir. En commençant, M. Blanchet, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je m'adresse à notre député, qui plus est le chef du bloc, mais c'est comme ça que je l'interprète, mais on va en parler ensemble comme député. En plus, ça commence mal. Ma première question était pour Washington. J'ai entendu tantôt, vous n'êtes pas allé, ça commençait avec un shit dans ma tête, mais je me suis dit, telle une sauterelle dans une trampoline olympique, je vais rebondir, et je me suis dit, projetons-nous. Si vous étiez allé à Washington, comment auriez-vous approché la situation avec ce qui se passe présentement? Lorsqu'on a envisagé de placer ce déplacement-là à Washington, le but était assez simple. Il fallait aller interpeller des acteurs économiques américains dont la plupart considèrent que les tarifs sont une mauvaise idée, que c'est nuisible pour l'économie américaine, que c'est nuisible pour le secteur particulier, pour que tout ce monde-là monte vers la Maison-Blanche, pour me faire de la pression sur la Maison-Blanche, pour essayer de leur faire entendre raison. Depuis ce temps-là, le contexte a évolué, parce qu'on ne sait plus comment gérer les tarifs aujourd'hui. Il n'y en aura pas demain. On a changé d'idée après-demain, on les augmente. On s'est rendu à des chiffres complètement débiles, comme 250 % de tarifs sur le bois d'œuvre et les produits laitiers. Mais tu sais, 250 % ou 1000 % rendu là, c'est pareil, là. C'est empêcher un produit de rentrer sur le territoire. Tellement que les gens ont commencé à moins écouter ce que le président américain dit. Et on est rentré, bien sûr, plus directement dans le vif de la campagne québécoise et canadienne. Donc, c'était OK, il faut revoir cette approche-là. Cela dit, présentement, comme je le disais, on veut quand même y aller, rencontrer les gens de l'acier et rencontrer les gens de l'aluminium qui, de façon différente, parce que les deux secteurs ne se ressemblent pas tant que ça, ont de grandes préoccupations et nous permettent de dire très clairement, incluant vers Washington, que les politiques que le président américain veut mettre en place seront nuisibles pour tout le monde et mettront à mal une relation qui doit encore et toujours être une relation d'amitié, de partenariat et d'alliance. J'ai essayé de mettre un peu de légèreté au début de notre discussion. Parce que je suis un peu jaloux, là, les sauterelles puis tout. Là, ça m'arrive de faire ce genre de truc-là. On va peut-être l'emprunter. Vous êtes très, très bon là-dedans, seulement. Ceci étant dit, vous êtes au Bloc québécois. On comprend que le Bloc
ne prendra pas le pouvoir, on l'a compris, ça, puis c'est bien ici. La seule chose, c'est comment on fait pour aider les entreprises québécoises dans cette optique-là. Je vous ai entendu tantôt, mais pouvez-vous approfondir un petit peu plus? Ça, c'est le bout que j'ai sauté dans mon truc parce qu'il y avait un jeune collaborateur précieux qui me faisait des grimaces pour me dire que je parlais trop longtemps. Dans les caractéristiques de l'économie québécoise, il y a un tissu de PME à propriété locale qui est exceptionnel. Quand j'ai été élu la première fois à Drummondville, avec mon ami Frédéric, qui est là-bas d'ailleurs, qui était mon directeur de bureau de comté, les 3 plus grands employeurs de Drummondville étaient des entreprises québécoises dont les propriétaires étaient de Drummondville. C'est quand même incroyable, hein? C'était le produit direct, parce que Drummondville, quand j'étais petit, c'était une ville, 30 000 personnes, puis mono-industrielle, puis on n'emmenait pas large, qui, au bénéfice du libre-échange, qui n'aurait pas pu exister sans l'appui de Bernard Landry et des souverainistes, et qui nous a menés au référendum de 1995, bien, Drummondville a explosé sous l'effet du libre-échange, et tout le sud du Québec était dans cet élan-là. Eux autres profitaient de 2 autoroutes, là, mais tout le sud du Québec était dans cet élan-là à ce moment-là. Et les gens qui ont le plus à perdre à court terme, c'est les PME qui se font imposer des tarifs sur toutes, des tarifs transversaux. Et ça, c'est extraordinairement dangereux, avec comme ça l'avantage que c'est plutôt temporaire, et on espère que les entreprises vont résister à la tentation de délocaliser la production vers les États-Unis. On sait qu'il y en a qui y pensent. On est informé de ça, on ne les encourage pas. Mais il faut résister, parce que c'est une période de tension éminemment temporaire. Et je sais ce qu'est le tissu économique ici. On n'a pas un tissu économique basé sur de très grandes entreprises. Il y a eu un test qui a été fait récemment, ça va pas bien, d'une grosse entreprise à McMasterville et Saint-Amable. C'est pas ça notre modèle économique dans la région ici, puis c'est pas ça le modèle économique à Drummondville, puis c'est pas ça le modèle économique dans Beauce. Et l'autre danger, c'est lorsque on base son économie sur l'exportation de ressources naturelles, et au premier chef au Canada, c'est le pétrole, on tire la valeur du dollar canadien vers le haut. Ça prend des devises pour aller acheter ce pétrole. Et un dollar canadien plus élevé que sa position réelle sur le marché nuit aux exportations des petites et moyennes entreprises déjà mises à mal potentiellement par des tarifs le 2 avril. Vous avez raison, puis c'est très important de parler des entrepreneurs, j'en suis un moi-même. Je vous écoute parler, j'entends ce que vous dites. Qu'est-ce que réclame le Bloc québécois au gouvernement présentement pour aider justement les entreprises? Parce que j'entends votre opinion, mais je vous ouvre la porte. On est plus dans le genre prendre que réclamer, et on a l'occasion d'être en position parce que vous disiez, on ne peut pas prendre le pouvoir. J'ai envie de vous dire le contraire. Si il y a 160 députés d'un bord, puis 160 députés de l'autre, puis n'importe quoi, entre 30 et 40 députés du Bloc québécois, puis peut-être pas beaucoup de restants pour le NPD, ça s'appelle la balance du pouvoir. Est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on ne l'aura pas? Là, je ne m'aventurerai pas là-dedans. La dernière fois, je me suis aventuré sur un nombre de sièges, je me suis mordu les doigts longtemps. Mais si ça arrive, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas prendre de décision majeure sans obtenir l'appui du Québec. Et je ne fais pas la différence entre le Bloc québécois et le Québec. Ça choque du monde des fois, mais on ne travaille que pour le Québec. C'est plus précieux d'avoir beaucoup de députés du Bloc québécois qui travaillent seulement pour l'économie du Québec que d'avoir un ministre qui sait très bien que le cœur économique du Canada puis de son boss est à Toronto, puis qui va venir vendre les intérêts de Toronto au Québec plutôt que de défendre les intérêts du Québec en Ontario ou au Parlement fédéral. Donc, on est capable d'être de bons collaborateurs, d'être de bons alliés du Mexique et du Canada, mais on est capable de s'assurer que les décisions prises ne pourront pas être prises sur le dos des intérêts du Québec et au contraire qu'on en sortira plus fort avec davantage de création de richesse en respectant notre modèle à nous autres. Pour la PME, très rapidement, là, on pourrait y aller pour longtemps. Accès à des liquidités temporaires durant la crise. Programme comparable au programme de subvention salariale pour préserver le lien d'emploi dans le cadre de mise à pied temporaire. Programme équivalent au Buy American Act qui fait en sorte que les contrats publics du Canada et du Québec imposeraient des contenus canadiens et québécois, ce qui n'a pas été fait. Ça fait des années qu'on le demande. On a des chefs fédéraux qui disent « Moi, j'ai des plus gros bras que Donald Trump. » Bien, prends des décisions simples comme celle-là, tout le monde va être de ton bord.
application possible de ce genre de mesures-là, même lorsqu'il y a octroi de subventions par l'État fédéral. Il y a toute une série de mesures que je vais m'amuser à égrener comme un chapelet, tout laïque que je sois, au cours de la campagne électorale, des mesures concrètes qui protègent notre tissu économique et aussi celui du Canada, tant mieux pour eux autres. Puis je rebondis là-dessus parce que vous parlez de ce qu'ils peuvent faire justement en tant que pays. Comment on doit réagir à ça? On parlait du tarif, là, on ne sait plus trop quoi faire. Là. On a entendu, devons-nous répliquer de façon rustre et rough? Devons-nous être plus tranquilles, plus passifs? C'est difficile pour nous de s'aligner. Comment vous voyez ça en tant que pays? Qu'est-ce qu'on fait? Si ton interlocuteur est un prédateur, tu fais pas le bichon maltais qui se couche sur le dos avec la petite bédane rose vulnérable. Ça, c'est pour ta sauterelle, c'est pas pire, hein? C'est bon. Donc, obligatoirement, tu es obligé de répondre à des tarifs par des tarifs. Attention, les tarifs, quand on dit ça, a priori, c'est des tarifs à l'entrée. Tu sais, les États-Unis disent, si tu veux rentrer le produit canadien ou québécois sur le marché américain, tu vas payer un tarif de temps. Le Canada peut répondre en disant, si tu veux rentrer un produit américain sur le marché québécois, tu vas payer un tarif de temps. Dollar pour dollar. Les tarifs à l'exportation, c'est quand tu dis, ma propre entreprise québécoise, pour exporter vers les États-Unis, va devoir me payer à moi un tarif. Personnellement, j'ai énormément de problèmes avec cette approche-là qui impose une double pénalité à un tissu économique déjà fragilisé et qui dit aussi qu'au lendemain de la négociation, de la crise momentanée, on aura rompu, on aura affecté la qualité de la relation entre nos entreprises et leurs clients, partenaires et morceaux des mêmes chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. La dernière affaire que Hydro-Québec devrait vouloir, c'est de dire à la Nouvelle-Angleterre qu'ils sont un mauvais fournisseur d'énergie propre. Surtout que le président américain, dans sa première journée en fonction, a dit on relance les centrales de production d'électricité au diesel aux États-Unis. Donc, il faut être prudent dans la perception qu'on a parce que au lendemain d'une chicane, ça se peut que tu aies envie de retourner au lit. C'est ça. C'est bien dit, ça. C'est pas pire. On sait que le commerce international devra se transformer, doit se transformer. Qu'est-ce que nos entreprises ici peuvent faire pour aller plus vite, pour aider justement à ce que ça se fasse? Parce qu'on en subit, j'en suis un. Nous, on transige avec les États-Unis, mais on peut transiger avec l'Europe et on doit rencontrer ces dirigeants-là. Quel devoir vous nous donnez pour qu'on puisse s'améliorer? Je crois que la dynamique économique des dernières décennies s'est mise au service d'intérêts économiques supranationaux, là, où on était les petits morceaux de quelque chose de plus grand et sans la prudence que ça commande. Exemple, moi, le libre-échange, j'en suis sans équivoque, mais je pense que l'agriculture ne devrait pas en faire partie, je pense que la culture ne devrait pas en faire partie, je pense que chaque État devrait préserver ses prérogatives en matière de politique sociale et de fiscalité, ce qui va contre ce que l'autre a dit récemment. L'autre, c'est une façon polie aussi. Et on devrait être capable de préserver nos politiques environnementales. C'est pas vrai que les choix québécois en matière d'environnement doivent être compromis parce qu'il y a des États au Sud qui n'ont pas les mêmes considérations. Maintenant, si on veut renforcer notre économie parce que nos partenaires ne sont pas toujours autant partenaires qu'on voudrait qu'ils le soient, parce que la géopolitique mondiale voit émerger la Chine, voit émerger avec des pratiques différentes, mais voit des comportements économiques de la part de la Russie, voit émerger l'Inde, évidemment. Donc, il est important qu'on renforcisse notre propre tissu économique à la base. Et ça passe par quoi? Ça passe par qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent levé par l'imposition de tarifs ou de contre-tarifs? Est-ce que ça va aller aux entreprises et sous quelle forme? Ça va avec la diversification des marchés. Ça va avec l'innovation, la recherche, le développement, la science. Et là, on a une opportunité parce que les scientifiques commencent à fuir les États-Unis. À nous de les accueillir parce que pendant longtemps, parce qu'on sous-finançait notre système scolaire, les meilleurs cerveaux avaient souvent tendance à s'en aller. Ça va avec des investissements en productivité. Donc, diversification des marchés, diversification de la production, recherche, développement, productivité, liquidité transitoire. C'est à peu près les 5 axes que je nourris dans la réflexion économique. Évidemment, je n'ai pas cette compétence-là moi-même. Là, je me débrouille, là, mais je suis meilleur en économie que Mark Carney au hockey, mettons. Mais
je parle à des gens, je parle à des économistes. J'ai des économistes dans ma gang. Simon-Pierre Savard-Tremblay est notre spécialiste en commerce, puis Alain Terrien est un économiste, puis Jean-Denis Garon est un économiste, Nathalie Saint-Clair-de-Gagny est économiste, puis Daniel Lebel, qui est notre candidat d'enrichissement-Arthabasca, a travaillé sur les implantations d'entreprises au Mexique qui étaient à propriété canadienne dans la perspective de l'accès au marché américain. On parle à beaucoup de gens. On essaie que nos politiques qu'on va proposer, qui vont d'emblée être plus précises que celles de nos adversaires, ce qui est assez étrange, soient les plus constructives, complètes et articulées pour obliger les autres à dire quelque chose, pour obliger les autres à s'engager sur des politiques claires. J'arrive presque à ma dernière question, ça a été vite, mais je veux laisser le temps au public de jaser un peu. Mais avant, j'en avais une personnelle. Parce qu'on entend souvent d'acheter local, j'en suis le premier, j'ai une entreprise ici, puis je veux que les gens achètent local. Souvent, vous avez parlé de portefeuille des moins nantis. Souvent, pour diverses raisons, c'est plus difficile d'acheter local parce que des fois, le prix est un peu plus élevé. On a tendance à le faire en temps d'émotion, mais peut-être moins à long terme. C'est quoi le message que vous lancez aux gens pour les convaincre de continuer, de persévérer dans cette distance-là, pour être certain qu'on arrive à un équilibre? Les quelques sous de plus que tu mets dans le produit que tu as acheté localement restent dans l'économie locale, puis ce que tu achètes qui vient de l'étranger, l'entièreté de l'argent s'en va à l'étranger. Dans un contexte où le marché international est notre premier marché qui est... En fait, notre premier marché d'exportation du Québec, c'est le Canada, c'est 43 % de nos exportations. Le deuxième, c'est les États-Unis, c'est 42 % Ça ne laisse pas grand-chose pour le reste du monde. Évidemment, là, on peut envoyer du sirop d'érable au Japon, là, mais ça ne compensera pas. Là. Donc, il est essentiel qu'on maximise le marché intérieur et qu'on sensibilise les gens, en particulier ceux qui en ont peut-être un peu plus les moyens, de faire l'effort d'acheter des produits locaux. Et dans les chaînes d'approvisionnement, pour se protéger, toute autre chose étant égale, les entreprises québécoises doivent favoriser des partenaires québécois. Des entreprises, lorsque je les rencontre, je m'informe de qui sont les partenaires, qui sont les fournisseurs, pour essayer de les inviter. Je donnerai l'exemple évident de l'aluminium, pour les inviter à acheter l'aluminium québécois et à le transformer ou à utiliser une des 4 usines d'extrusion québécoises et de résister à la tentation que plusieurs regrettent aujourd'hui, évidemment, de prendre de l'aluminium asiatique transformé aux États-Unis avant d'arriver sous la forme de pièces finies au Québec, parce qu'on perd énormément de la valeur ajoutée quand on fait ça. Je comprends bien. Comme dernière question, bon, les élections, M. Carney a dit qu'on va en parler dimanche pour lancer les élections. Vous voyez ça comment? Quelle est votre analyse que ce soit fait là et présentement que M. Carney a demandé ça? La pire affaire qui peut arriver lorsque tu négocies, je pense, c'est de négocier dans un contexte d'instabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, je dis qu'il faut que l'élection soit la plus rapide possible pour que le président américain, l'administration américaine, les négociateurs américains savent avec qui ils vont parler pendant 1 an, 2 ans, mais pas 2 ans parce que ça ne peut pas durer 2 ans. Donc, il faut que le mandat soit donné à quelqu'un. Le mandat, il est donné au Parlement. Il n'est pas donné à pas tant que ça à un individu. Hein. Il est donné au Parlement, puis l'autorité ultime, c'est celle du Parlement, d'où le poids politique que le Bloc québécois peut occuper. Fait que le plus tôt était le mieux. On commence maintenant, la campagne sera courte. Je soupçonne, sans méchanceté, qu'il y a un des chefs de parti qu'on connaît très peu et qui a envie que ça reste de même. Mais pour que ça ne reste pas de même, on a des outils. Au premier chef, les débats. Et il ne doit pas y avoir aucun débat de moins en 2025 qu'il y a eu en 2021. Et ce qui est nécessaire sera fait pour que ça se produise comme ça. Parce que, vous savez, le Canada est un beau et grand pays. Et le Québec deviendra un beau et grand pays. Et s'il n'y a pas de débat, on ne se croisera pas beaucoup, M. Poilievre, M. Carney et moi. Alors, 2, 3 petites rencontres sympathiques. Plus 3. Alors, avant de passer la main à Julie pour les questions des gens importants dans la salle, je tiens à vous remercier personnellement. Pas nécessairement le chef du Bloc. Moi, c'est mon député que je remercie. Merci d'être là pour nous défendre, parce qu'on a besoin de bons porte-parole dans cette période d'incertitude. On a besoin d'être rassurés, et ça, vous le faites de façon incroyable. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dany. Comme toujours, tu es mon arme secrète pour poser des bonnes questions. Alors, on arrive à la toute fin. Là, on va prendre des questions du public. Moi, je veux juste rebondir sur la question des débats. Parce que oui, c'est important, les débats
pour le Canada. Mais c'était important, les débats ici. Donc, c'est sûr que nous, on va en tenir un débat. Je ne sais pas encore la date, mais je vais m'attendre à ce que mon député actuel participe. En fait, la question que je me posais, mais on ne va pas avoir la conversation ici. Écoutez, faites d'autres choses. Parce que vous avez plusieurs comtés maintenant. Oui, mais on va y aller avec ce comté-ci. Parce qu'on doit vraiment prioriser le comté qui est le plus important sur notre territoire. Pendant qu'on est entre nous, oui, vas-y. je veux dire, Julie, oui. Prends ta date vite en maudit. Ah, mais on va la communiquer. Pour l'instant, je ne voudrais pas manquer de respect à personne, mais mon agenda est plus chargé que celui de mes adversaires parce que j'en ai pas. Oui. Ah, oui. Pour l'instant. Tant que c'est pas toi, c'est correct. Non. Jamais. On peut écrire ça à quelque part. Faut jamais dire jamais. Oui. Bon, on va y aller avec la question numéro 1. Une question de Helen Nutbrown. Alors, que pensez-vous, je la trouve très intéressante cette question, de M. Poilievre qui ne veut pas de journaliste dans son autobus de campagne? Écoutez, je ne veux pas trop commenter les choix des autres. La campagne des conservateurs qui était construite sur axe de taxe just inflation, quand Justin est parti puis que tout le monde a dit qu'il n'y aura pas de taxe carbone au Canada, et il n'y en avait déjà pas au Québec, je le répète, il s'est retrouvé plus de campagne et est arrivé une alternative pour le Canada, qui sont les libéraux, puis là, ils ont leur campagne à eux autres, ça leur appartient. Et là, il a l'air de se replier sur une espèce de base électorale très, très vindicative, hein? Le genre qui vient un peu polluer les réseaux sociaux avec des mots qui ne se répètent pas en public, dans une perspective d'intimidation. Il y a beaucoup de ça là, dans la réalité. Fait, je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais il n'y a pas de démocratie sans information. Et en 2019 et en 2021, les finances du Bloc québécois ne nous permettaient pas d'avoir un autobus spécifique pour les journalistes. Donc, on était tout le monde, d'ailleurs, en 2021, c'était tout le monde dans le même autobus avec les plexiglas. Et cette fois-ci, pour la première fois depuis 2015, il y aura dans la caravane du Bloc québécois un autobus réservé aux médias, parce que sans les journalistes, sans les analystes, et sans l'appareil média et sans l'information, il n'y a pas de démocratie. Je suis bien d'accord. Je l'avais d'ailleurs souligné d'entrée de jeu. Vous êtes précieux, vous êtes importants, chers médias. Question numéro 2. Nicolas Froger. J'espère que je ne massacre pas le nom. Quelle est votre position de la nécessité, dans le contexte actuel, de faire tomber les barrières existantes sur les échanges économiques entre les provinces canadiennes et quel pourrait être l'impact pour le Québec? Il n'y a pas de barrière tarifaire entre les provinces canadiennes. Point. Il y a des restrictions réglementaires. Et encore une fois, avant-hier, les libéraux avaient sorti quelque chose. Nous allons faire en sorte que la main-d'œuvre, par exemple, dans le secteur de la construction, puisse circuler. Bon, les enjeux de main-d'œuvre, de reconnaissance professionnelle sont des juridictions du Québec et des provinces. Et jusqu'à maintenant, le seul usage de l'idée de tarif interprovincial qui n'a pas tant de potentiel que ça, puisque déjà 43% de nos exportations vont au Canada, ça a été une volonté de centraliser, de s'emparer de juridictions québécoises en disant « Ah, vous savez, les restrictions sur la langue, on n'est pas sûr que c'est une bonne idée, c'est nous au commerce. » Fait que le Québec devrait renoncer à des arguments de langue, renoncer à des arguments de formation de main-d'œuvre, renoncer à des arguments de circulation de main-d'œuvre, renoncer à des arguments de reconnaissance des compétences, renoncer à des arguments de protection sanitaire ou environnementale qui sont propres à nos choix de société au Québec dans nos propres juridictions. Et la cerise sur le sundae, sans aucune démonstration économique, quelle qu'elle soit, le premier piccolo qui est sorti d'une boîte à surprise, ça a été « Ah, vous savez, commerce interprovincial, il faudra passer un oléoduc à travers le Québec. Oh, c'est très important. » Alors que ça n'a pas d'incidence sur l'économie québécoise, sauf deux choses. Si ça coûte des milliards d'aide de l'État, ben il y a une partie des milliards, exemple, 2023, je pense, c'est 30 milliards d'argent des contribuables qui ont été donnés aux pétrolières. Ça veut dire à peu près 7 milliards d'argent des Québécois qui n'est pas allé dans nos PME, qui n'est pas allé dans l'énergie propre, qui n'est pas allé dans la forêt, qui n'est pas allé dans l'aluminium, qui n'est pas allé dans nos secteurs économiques, qui est allé pour le pétrole de l'Ouest. Donc, on paye pour ça. Et l'autre élément, parce que, brisons une autre légende, le Québec paie son pétrole le même prix que n'importe qui d'autre. Il vient essentiellement de l'Ouest canadien.
La ligne 9B de Enbridge a été inversée pour que le pétrole utilisé au Québec et raffiné au Québec vienne de l'Ouest canadien. Puis le ministre de l'Environnement qui a autorisé ça à l'époque, ça va peut-être contrarier les conservateurs, c'est moi. Fait que j'étais là. Fait que quand ils disent des niaiseries, ça se peut que je m'en rende compte. Or, s'ils réussissent à décloisonner le pétrole de l'Ouest canadien, le désenclaver, parce qu'il est moins cher que le pétrole international pour l'instant, le prix du pétrole de l'Ouest canadien va augmenter et le prix du pétrole qu'on va payer à la pompe va augmenter. Fait que, on ne crée pas de job, on va payer plus cher, on va subventionner une industrie qui n'existe pas vraiment chez nous. Quel est l'intérêt du Québec là-dedans? Bonne question. Mon Dieu, c'est bien étrange. Je suis en train d'enregistrer notre discussion. Excusez-moi. Question numéro 3. Martin Robert. Comment les villes et municipalités peuvent contribuer aux nombreux enjeux qui caractérisent l'incertitude économique et sociale? Martin Robert, qui est conseiller à la ville de Belleuil. Ça devient dur pour les municipalités. Je le dis tellement souvent. D'abord, il y a 3 ordres de gouvernement. Il y en a certainement un de trop, c'est pas le municipal. Les ordres de gouvernement qui se disent au-dessus du municipal font descendre en cascade les responsabilités vers le niveau municipal, mais l'argent ne suit pas. Puis c'est dur pour les municipalités de dire on va en faire plus parce qu'ils n'ont pas les ressources pour en faire plus. Moi, je suis un tenant d'une libération de l'assiette fiscale municipale avec certainement des encadrements de vérificateurs de ci et de ça, mais les élus municipaux répondent aux mêmes électeurs que les élus de l'Assemblée nationale du Québec ou les élus fédéraux, mais ils sont considérés comme une créature de. Il y en a un qui a la juridiction, puis l'autre qui a l'argent. Ça m'a toujours un peu dérangé, parce que moi, j'ai le plus grand respect pour le palier municipal, puis quand on parle de services, de sécurité, d'environnement, c'est d'abord les municipalités qui sont en première ligne. Reconnaître ça, avoir le courage comme État de reconnaître ça, devrait venir avec davantage de ressources pour le municipal, dont je pense que les municipalités seraient les premières à dire oui, j'ai envie d'en assumer davantage, mais je ne peux pas être celui qui assume l'odieux de couper les services puis de couper les budgets parce que je n'ai pas l'indépendance fiscale nécessaire pour aller chercher les ressources dont j'ai besoin. Excellent, oui. On a plusieurs élus municipaux dans la salle. Je pense qu'effectivement, ça résonne. Question numéro 4, Geneviève Letourneau. La culture québécoise, vecteur de développement économique durable? Point d'interrogation. La culture est probablement la forme la plus durable de l'économie. Vous savez, vous posez la question à un anthropologue. Fait que dans mes temps libres, ce dont je n'ai pas des masses, je lis beaucoup sur l'anthropologie et je me fascine pour des éléments relatifs à la culture d'êtres humains comme nous, qui foulaient le sol de l'Amérique du Nord il y a au-delà de 20 000 ans, une trentaine de milliers d'années, et le sol de la planète il y a des millions d'années, et qui ont laissé des traces culturelles. Il n'y a rien de plus durable que la culture. Et il n'y a rien de plus... Il n'y a pas de meilleur ciment que la culture. On a assisté, ça semble se calmer, à une période où, dans l'élan post-national, multiculturaliste, la culture était atomisée. On valorisait tellement la différence entre chaque individu qu'on invitait les gens à ne plus appartenir à un groupe, à ne plus appartenir à une communauté, à ne plus s'identifier à un ensemble, à rejeter l'idée de nation comme si l'idée de nation était donc vilaine, alors que la réalité, même le lendemain du dernier grand conflit mondial, on s'est au contraire appuyé sur les nations pour créer un environnement plus paisible, un commerce plus ouvert. La culture est ce qui définit un peuple, une nation, c'est son âme, c'est son miroir. Puis je le disais tantôt, à quoi bon protéger la singularité de l'économie du Québec si on ne protège pas la singularité de l'identité du Québec, qui est évidemment sa langue, qui est ses arts, qui est ses valeurs, qui est ce qui nous différencie, cette réelle volonté d'égalité entre les citoyens, entre les hommes et les femmes. Ce qui nous différencie vraiment, c'est la raison pour laquelle on pense qu'il faut aussi protéger notre modèle économique qui permet à une nation québécoise de rester prospère. Merci beaucoup. C'était une excellente question d'ailleurs. Question numéro 5. Le temps file à la vitesse grand V et je sais que tu dois quitter pour 13h15, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a
Il y a un point de C'est presse. Une petite mêlée de presse. Une petite mêlée de presse. On va Parfait. parler de débat, je pense. Donc, on va faire ça rapidement. Il nous reste 15 minutes. Oui. Il nous reste 15 minutes pour poser des questions. Donc, une question de Karim Laz. Dans un contexte où les États-Unis semblent se replier sur eux-mêmes et adopter des positions plus polarisantes sur la scène internationale, comment le Québec peut-il renforcer son rayonnement et affirmer ses valeurs distinctives à l'échelle mondiale? Le Québec a toujours été particulièrement fort pour exister à l'échelle mondiale sans les outils d'un État souverain, sans un appareil ambassadorial, sans... moi, je ferais beaucoup plus avec le réseau des délégations du Québec. Pour moi, c'est un trésor, la délégation du Québec. Et quand je vais dans des villes à l'étranger, je me fais un point d'honneur de toujours rencontrer les délégués du Québec. C'est comme nos ambassadeurs à nous. Mais par les arts, par l'économie, par les expertises, le Québec est très, très présent à l'échelle internationale. Bien sûr, on veut que ça reste de même. L'isolationnisme américain, ça a déjà existé d'ailleurs. Ça a déjà existé et ça n'a été brisé lors des grandes guerres que lorsque les États-Unis ont été attaqués directement. Donc, on est obligé de faire un lien entre cette réalité historique et le fait que le président américain est dans une attitude de désengagement au niveau international, qui oblige l'Europe à revoir entièrement son modèle de défense, qui suggère au Canada, incluant le Québec à ce moment-ci, de se rapprocher des Européens, de revoir, parce que ça devient une évidence. C'est pas un dossier simple, on peut pas faire de la démagogie avec ça, mais d'acheter des avions militaires sans avoir les clés de l'avion et en donnant au gouvernement qui nous les vend la capacité de les clouer au sol. Pas parce qu'il y aura un conflit militaire avec les États-Unis, même que une flotte aérienne de chasseurs canadiens n'est pas destinée à des interventions européennes, c'est destiné à des interventions nord-américaines sous le chapeau du NORAD, qui est une créature totalement américaine. Quand il y a un officier américain qui rentre dans une base du NORAD, les soldats canadiens prennent le commande, là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit, à ce point-là, payer plus cher pour un avion dont l'achat nous a été dicté, pour lequel on n'a pas les programmes d'opération et qui peuvent être cloués au sol contre notre volonté. Il y a toujours bien des limites. C'est pour ça que la position du Bloc, c'est de dire, écoutez, on comprend que revoir l'entièreté du contrat, c'est quelque chose d'absolument énorme à faire, même s'il y a un fournisseur européen qui est capable de prendre le relais. Si Lockheed Martin acceptait, Oui, parce qu'il va y avoir des pénalités si on fait ça, si on va. il va certainement y avoir des pénalités, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir fait l'erreur d'avoir signé ce contrat-là au premier chef. Sinon, ça ne vaut pas la dépense, même si je pense que le Canada doit dépasser le 2% dans le contexte géopolitique actuel et utiliser ça pour du développement économique à l'intérieur du territoire. C'est une façon de procéder, c'est comme l'enjeu des contrats publics. Tu réserves ça pour tes industries domestiques, tu réussis à créer de l'activité économique dans des périodes de ralentissement comme celle à laquelle on est exposé, puis il y aura des récessions organiques éventuellement qui reviendront aussi. Donc, il y a tout ça dans la réflexion du positionnement international. Puis je veux revenir sur un petit point très vite, parce qu'on est toujours, mais le Québec il serait bien trop petit. Bon, l'Europe est composée de beaucoup de gens, beaucoup de pays, 28 pays, et il y en a là-dedans qui ont quelques millions à peine de population, puis il y en a un qui a 100 millions de population. C'est des ententes de traités qui traitent chacun des participants en égaux. De la même manière que le Canada n'a pas besoin d'être une province du Mexique pour s'allier avec le Mexique, mais le Québec n'a pas besoin d'être une province du Canada pour s'allier avec le Mexique et avec le Canada lorsque l'adversaire est commun. Puis présentement, l'adversaire est tellement gros qu'il faut s'allier avec le Mexique, avec le Canada et avec les principales puissances européennes qui d'ailleurs sont très ouvertes à cet égard-là. Le Royaume-Uni, j'ai rencontré le consul très récemment, on comprend qu'il y a une dynamique intéressante, dont c'est bien entendu même, quand même. Pas sur la monarchie, et la France avec laquelle on a des contacts soutenus, parce que j'ai entretenu. Je suis allé plusieurs fois à Washington, j'ai été reçu au département d'État, je suis allé à Paris, j'ai été reçu au Quai d'Orsay, qui eux d'ailleurs s'étonnent beaucoup de l'absence totale d'intérêt des conservateurs pour tout ce qui est international. C'est proche de l'attitude de M. Trump. Oui, en effet. Question numéro 6 de Mme Clarisse Vien. Doit-on promouvoir l'exportation du gaz naturel vers l'Europe? Pour ça, il faudrait que l'Europe le veuille. À chaque année,
les Européens réduisent leur consommation de pétrole et de gaz naturel. C'est plus vrai sur le pétrole. Leur but étant, bien sûr, de limiter leur dépendance par rapport à ce qu'était, c'est peu maintenant, leur dépendance aux approvisionnements russes. Mais on s'imagine des affaires, là. Là, j'ai entendu M. Poilievre dire des centaines de milliards de dollars dans l'énergie. C'est une coupe de piastres, ça. Avant même qu'un équipement comme Énergie Est ou comme GNL Québec, dont l'ancienne porte-parole disait elle-même publiquement qu'il n'en existe plus de GNL Québec, le projet n'existe pas, il n'y a jamais eu de client, puis il n'y a jamais eu de financement. Ça prendrait minimum 8 à 10 ans. Dans 8 à 10 ans, le remplaçant de Donald Trump ne sera même plus là. On espère. Fait que, Je l'ai dit tout bas, on ne l'a pas entendu. ouais, non, mais c'est remplaçant, lui, ça ne sera plus lui. Quand même. Donc, il n'y a pas de fondement économique à ça. Les Européens n'en veulent pas. Ça coûterait extrêmement cher. Ça ne servirait pas le Québec. Et ce serait très long, alors qu'on doit avoir le sens des responsabilités. Pas de casser la consommation d'hydrocarbures du jour au lendemain. Je n'ai jamais dit ça, même quand j'étais ministre de l'Environnement. De transiter à l'extérieur d'une économie dont la dépendance aux carburants fossiles cause des dommages à coût de milliards de dollars, que ce n'est pas l'industrie pétrolière qui paie, mais que c'est les familles et les ménages québécois qui paient. On parle de milliers de dollars par année, par ménage québécois, pour payer pour les dommages de l'exploitation irresponsable du pétrole. Puis on nous dit, on en veut plus, les banques de Toronto en veulent plus, l'Alberta en veut plus, les conservateurs en veulent plus, les libéraux en veulent plus. Ça se peut que les Québécois en veulent moins. Ce sera notre position en tant que peuple. C'est assurément la mienne. OK, parfait. Question numéro 7, et là, ce sera la dernière, parce que je regarde le temps filer, de Karine Landerman. Alors, avec l'absence d'antenne nationale en Montérégie, à Laval, dans l'Anaudière et les Laurentides, 36 % de la population québécoise se trouve dans des régions publiquement invisibles. Radio-Canada est une société d'État. Ne croyez-vous pas que ce manque d'information fait souffrir l'économie, la démocratie et la culture? Bon, il n'y aura pas de question vite, certain, parce que là, je pourrais y aller longtemps. On a un système profondément déséquilibré en termes d'information. Quand moi je parle d'indépendance dans l'information, je passe à la base, je parle des journalistes, qui sont des vecteurs d'information, qui doivent être indépendants, et le plus indépendant possible de directives viendrait de la direction de leur propre station de télévision, certaines étant orientées plus d'un bord que de l'autre, comme partout à travers le monde. On a affaibli l'appareil d'information dans les régions du Québec et incidemment du Canada. Puis quand on parle du Canada, dans les régions affaiblies, c'est singulièrement celles où il y a des populations francophones, tant et si bien que même si, en volume, l'offre d'information proposée aux consommateurs, puis aux citoyens, puis aux auditeurs est extrêmement importante comme jamais, en diversité, c'est affaibli. Parce que les médias, dans la plupart des cas, n'ont pas l'argent, n'ont pas les budgets. On peut même parler d'une réflexion qui concerne Radio-Canada, où l'investissement public dans une société d'information étatique est à peu près la moitié de ce qu'on pratique dans d'autres pays, ce qui fait qu'on coupe, on dessert moins les régions, on a une diversité d'informations, une diversité de points de vue, puis je ne parle pas des commentateurs, de points de vue qui viennent du terrain, qui est affaibli. On a de la difficulté, je suis content qu'on ait un autobus de campagne, parce qu'on aurait de la difficulté dans les régions du Québec à être couvert. Alors là, imaginez ce que j'appelle des no man's land d'information, puis je ne veux pas en nommer des tonnes, là, mais il y a des appareils d'information locale, souvent de très belle qualité. Je pense à la Gaspésie, une espèce de nébuleuse de petits médias d'information. Il y a des endroits... Ici aussi, en passant. C'est ça, j'allais le dire. Il y a ici, il y a chez Daniel à Victoriaville, il y a des villes qui ne sont pas des capitales régionales avec un important appareil média, qui ne sont pas non plus Montréal ou Québec, et qui se retrouvent avec seulement des médias locaux encore plus mal financés que l'ensemble de l'appareil, à qui on dit appuyez-nous parce qu'il y a juste nous autres qui vont vous donner de l'argent. Et là, en termes de liberté de presse, on se trouve dans des situations un peu délicates. Et il y a du monde qui en profite, puis ça nous est peut-être arrivé, tu sais, t'envoies un communiqué, puis il va peut-être se retrouver à peu près intégralement dans le média local, parce qu'ils n'ont pas les moyens de traiter l'information, pas parce qu'ils n'en ont pas envie. Je ne connais personne qui soit devenu journaliste dans le but d'être paresseux.
Ils sont devenus journalistes dans le but d'aller chercher de l'information, de traiter de l'information, de défier les gens qui prennent les décisions. Quand tu t'assois en avant d'un journaliste pour une entrevue, tu te dis, ça ne sera pas nécessairement une partie de plaisir, mais les gens ont le droit d'avoir l'information et le politicien n'a pas le droit de refuser de répondre aux questions légitimes des médias dont la population a besoin. Un, pour ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux qui ont des bons côtés et aussi les pires, mais ont besoin pour prendre des décisions qui vont changer leur avenir. Tout à fait. Je ne peux pas être plus d'accord. Merci infiniment. Je tiens à souligner le fait que quand on avait pris cet engagement à tenir cette conférence-ci, on ne savait pas du tout que c'était à la veille du lancement des élections. On pouvait s'en douter un petit peu, mais ce n'était pas le cas. Fait que je tiens à te remercier personnellement, moi aussi, puis au nom de la Chambre de commerce, parce que je sais que là, tu pars pour tout un... Oui, puis je suis obligé de... Toute une aventure. Je fais appel à la patience des gens du comté tout le temps parce que, d'abord, si la campagne avait été déclenchée, la directive était déjà donnée, il n'y avait rien qui allait arriver à cette activité-ci. Oui. Parce que dans mon travail, ça a la partie... J'ai un extraordinaire bureau de circonscription, là, mais dans mon travail, la singularité, c'est que je suis souvent ailleurs. J'ai l'obligation d'être à bien des endroits. Mes interventions peuvent porter plus à cause de ce qui est ma fonction. Puis c'est sûr que quand un député se lève, c'est un député, mais quand un chef de parti se lève, dans mon cas, c'est 33 députés. Donc c'est sûr que ça compense, ça donne du levier, mais ça donne moins d'occasion d'aller serrer la main de ma gang, là, de monde dans mon comté. Puis je le rappelle, à l'époque, vous savez, le monde ne se battait pas pour être candidat pour le Bloc québécois en 2019. Là, il y avait de l'ouverture de marché. Et quand ils ont dit « Où tu veux aller », ça a été tout de suite ici, parce que les anciens députés et les autres députés qui ont représenté cette région-ci, Belleuil-Chambly, je lui disais, je suis jaloux parce que tu es dans le plus beau comté au Québec. Alors, j'ai choisi le plus beau comté au Québec, mais je n'y suis pas assez souvent. Voilà. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté de répondre comme ça à bâton rompu. On peut dire pratiquement que la campagne est lancée de ton côté. C'était un peu ça. On peut dire ça. Il manque juste la cage à roulettes, mais ouais, pour ça, oui. Merci infiniment à tout le monde. Une bonne main d'applaudissements pour M. beaucoup. Yves-François Blanchet. Deux choses. On a Geneviève